vous rappelle que le visionnement de cette formation vidéo vous est offert gratuitement grâce à l'appui de nos commanditaires que nous remercions très chaleureusement, en particulier Croix-Bleue Médavis, sans qui cette formation n'aurait pu avoir lieu. Les vidéos et les présentations PowerPoint de nos conférenciers, ainsi que le manuel intitulé « Les médicaments biologiques au Canada » sont matière à une auto-évaluation en ligne donnant droit à 5 UFC en assurance collective. La documentation et les modalités d'inscription sont détaillées dans le programme. Comme indiqué au programme, notre premier conférencier est un pharmacien d'expérience en milieu hospitalier et universitaire. Il s'agit de M. Marc Parent, pharmacien passionné depuis plus de 35 ans. Il est détenteur d'un baccalauréat en pharmacie, d'un diplôme en pharmacie d'hôpital de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en pharmacie de l'Université Laval. Il a été le premier Canadien à se voir octroyer un certificat de spécialiste américain en pharmacothérapie en 1991. Il œuvre en milieu hospitalier au CHU de Québec, Université Laval, et dans l'enseignement comme professeur agrégé de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Son expertise pharmacocinétique et en pharmacothérapie l'a naturellement conduit sur les meilleurs choix thérapeutiques à offrir aux patients, et particulièrement dans le domaine de la bioéquivalence des différents produits sur le marché. Sa pratique professionnelle a été reconnue par de nombreux prix, titres et nominations, notamment le prix Roger Leblanc attribué par l'Association des pharmaciens des établissements de santé pour l'excellence d'une carrière, le prix Louis Hébert octroyé par l'Ordre des pharmaciens du Québec, le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec depuis 2017, la nomination comme membre expert du comité scientifique de l'évaluation et de l'inscription des médicaments de l'INES de 2004 à 2017. Son sujet est présenté dans 3 capsules vidéo de plus ou moins 20 minutes, dont voici le titre de la capsule numéro 2, les médicaments biosimilaires. Sans plus tarder, voici M. Marc Parent. Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule. Alors, dans la première capsule, on a essayé de comprendre ensemble ce que c'était un médicament biologique. On a abordé qu'est-ce qu'étaient les médicaments biosimilaires et quelles sont les exigences pour qu'elles soient approuvées sur le marché. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde plus en profondeur pour qu'on se démêle comme il faut entre les génériques et les biosimilaires. On va regarder l'état du marché pour comprendre c'est quoi un peu la game. Et on va regarder aussi des particularités qui sont vraiment importantes dans le domaine des médicaments biologiques et donc des biosimilaires. Alors donc, on a vu tout ce que c'était dans les médicaments biologiques et les biosimilaires dans la passée, mais surtout, je vous rappelle, la complexité relative de ces produits-là par rapport aux autres. Et quelque part, ça nous permet de faire un peu la paix avec les prix parfois extrêmement importants qui sont demandés pour ces produits-là. Alors, première question, pourquoi on n'a pas traité ça juste comme des génériques? Alors, des génériques, c'est essentiellement des petites molécules qui dérivent de synthèse chimique. Et donc, il est possible vraiment de garantir que la structure du médicament elle est identique. Alors, je vous ai expliqué que, par exemple, c'était une chaîne d'acides aminés. On n'a jamais de doute sur l'acide aminé parce qu'il y a une signature propre quand on fait les analyses. Mais je vous ai aussi montré comment est-ce que ces énormes chaînes-là, quand elles se replient, peuvent se replier des fois de façon pas tout à fait pareille. Et la grosseur de ces affaires-là, imaginez-vous si vous aviez un trousseau de clés. Mais dans un trousseau de clés, il faut vraiment isoler la clé pour la rentrer dans la serrure. Si on essaie de rentrer le trousseau au complet d'une serrure, il ne se passe rien. Alors, imaginez-vous que quand c'est replié, bien, c'est comme un gros tapon et ça ne rentre pas aussi facilement dans certains endroits. Et si ce n'est pas plié de la bonne façon, mais ça se pourrait que ça ne fasse pas. Alors, c'est pour ça que ces éléments-là sont extrêmement importants et beaucoup plus difficiles à contrôler. La nature ne fait pas les choses de façon rigoureusement pareille comme on peut faire dans une synthèse chimique. Alors donc, les produits biologiques, je vous le répète, ce sont des produits qui ont une complexité propre qui est très différente. Et quand on fait cette synthèse-là dans un réacteur biologique, bien, nécessairement, il y a une variabilité dans la fabrication de ça. Et ça, c'est vrai pour tous les produits biologiques, qu'ils soient novateurs ou les biosimilaires. Et donc, on veut s'assurer de cette similarité-là parce que c'est un peu les règles du jeu. Donc, la synthèse de protéines a ses enjeux propres et il peut y avoir des modifications. Puis là, je vous fais grâce de tous les termes qu'il y a là-dedans, mais retenez simplement que la nature entraîne un certain nombre de variations et ces variations-là surviennent dans la synthèse industrielle, dans les réacteurs biologiques qui nous servent à fabriquer ces protéines-là. Et par la suite, les étapes de purification, la manipulation, l'entreposage peuvent induire aussi des changements qui vont influencer le produit. Je vous donne un exemple très simple.
On va prendre un œuf comme un exemple. Un œuf, ce sont essentiellement des protéines. Alors, du blanc d'œuf, même si la poule a fait une bonne job, bien, l'œuf peut être de différentes grosseurs. Mais si vous laissez un œuf sur, mettons, la tablette de la voiture, bien, évidemment, votre œuf va cuire. Mais dans ce temps-là, bien, sa consistance change, sa couleur change. Donc, c'est uniquement la chaleur qui a été. Alors, pensez aux médicaments biologiques comme des protéines, un peu comme du blanc d'œuf, et vous comprenez que même des enjeux comme la chaîne d'entreposage, la chaîne de froid ou de température, peut avoir des impacts extrêmement importants sur la qualité et l'utilisation du produit dont il faut tenir compte. Et je vous ai montré que ça se replie, donc cette structure tridimensionnelle qui est dans l'espace, bien, il ne faut pas qu'elle change parce que c'est garant de la façon dont ce médicament-là va aller se lier au récepteur dans l'organisme pour faire son effet. Alors, si on regarde les différences sur un tableau, alors les médicaments génériques sont d'origine chimique, les médicaments biologiques viennent d'un réacteur biologique, donc d'origine biologique et non chimique. Les médicaments d'origine chimique, on a la même composition en termes de quantité, de qualité que le produit de référence. Pour les produits biologiques, l'ingrédient actif, il est similaire, mais quand même en même quantité. L'ingrédient actif, il est synthétisé en général par un tiers. Un produit générique, là, souvent, le manufacturier, il achète la substance et lui fait la fabrication d'un produit qui va permettre de libérer le médicament chez le patient. Dans le cas des produits biologiques, à date, la plupart des fabricants qui mettent sur le marché un produit biologique et biosimilaire synthétisent eux-mêmes, donc ils sont responsables de la fabrication de l'ingrédient actif. Par contre, le procédé peut être différent d'une compagnie à l'autre. Ce qu'on veut, c'est, au terme de ce processus-là, d'avoir le même produit. Mais il faut qu'il y ait les mêmes propriétés qui vont caractériser la molécule en physique, en chimie, en biologie que le produit de référence. Quand on a un médicament, on a des excipients qu'on appelle les produits inactifs pour fabriquer le produit, que ce soit un comprimé ou un produit injectable. On va le mélanger avec de l'eau, du sel, des agents de conservation, des choses de ce genre-là. Alors, les excipients peuvent être différents, dans le cas des produits biologiques aussi, mais que ce soit quand on compare des produits pour dire qu'ils sont équivalents, bien évidemment, on compare la même forme. Des comprimés avec des comprimés, des liquides avec des liquides, des injectables avec des injectables. Dans le cas des produits biologiques, bien, c'est la même chose aussi, donc il faut que ce soit la même forme pharmaceutique. Il faut que les produits soient bioéquivalents, donc c'est ce que je vous ai expliqué, qu'on ait les mêmes concentrations en tout temps et que l'intervalle de confiance ne dépasse pas 80 à 125 %. C'est la même chose pour les produits biologiques. Et dans le cas des médicaments génériques, bien, ils ont toujours, dès qu'ils sont approuvés, on assume qu'ils auront la même efficacité dans toutes les indications. Dans le cas des biologiques, en théorie, c'est indication par indication, mais ça peut dépendre du mécanisme. On se pose la question. En règle générale, c'est toujours la même chose parce que c'est biosimilaire, donc ça devrait être la même chose, mais simplement ne jamais oublier qu'on se pose la question, est-ce que ça va être efficace dans chacune des indications? Et on ajoute que les produits biologiques sont plus sensibles aux conditions d'entreposage que les autres. Alors, dans le fond, quand on a un doute sur les génériques, et il y a encore des doutes sur les génériques, le générique, on nous dit, on sait ce qu'il y a dedans, mais êtes-vous bien sûr qu'il y a toujours la même quantité? On a un gros doute de quantité. Et pourtant, l'étude de bioéquivalence a pour objet de démontrer ça. Pour les produits biologiques, bizarrement, on ne se pose pas la question sur la quantité. Tout le monde se pose la question, c'est bien la bonne affaire qu'il y a dedans, ça va-tu avoir les mêmes effets thérapeutiques et les mêmes effets secondaires? Alors, c'est un peu cette atmosphère de doute. À chaque fois qu'il y a une copie, on est un peu sur le raisonnement, si c'est moins cher, ça doit être moins bon. Alors, pour ces différences-là, c'est ce qui fait qu'on n'utilise pas l'expression générique pour un produit biologique parce qu'il y a des différences qui sont considérées comme non significatives, donc qui n'ont pas d'impact dans la vraie vie. Mais pour bien respecter ces différences-là, le terme à utiliser, c'est biosimilaire. Alors donc, il y a des enjeux différents d'accès au marché et il y a une culture propre autour des produits biologiques. Alors, il y a plusieurs variables qui vont influencer l'intérêt des gens et la résistance. Alors, évidemment, plus les produits sont dispendieux, bien, plus on cherche des alternatives parce que ça a un impact important sur la dépense et au cours de cette formation-là, vous allez le voir beaucoup plus en détail. Mais évidemment qu'un produit relativement peu dispendieux comme de l'insuline, bien, c'est moins tannant, mais des produits plus onéreux, par exemple comme l'infliximab, bien, évidemment, on cherche à contrôler les coûts de nos régimes, qu'ils soient publics ou privés. Il y a certains produits dans cette série qui sont auto-administrés. Les patients peuvent se les donner eux-mêmes, mais il y a des produits qui nécessitent une perfusion intraveineuse et comme il y a peu de capacité dans le système de santé publique et que les fabricants ont en général offert de fournir des plateformes pour administrer leurs médicaments, c'est des enjeux et puis qui peuvent être extrêmement importants. Alors,
l'exemple de l'infliximab se donne en clinique de perfusion, mais l'insuline, évidemment, les patients s'auto-administrent l'insuline et ça a un impact sur le coût parce qu'il y a des dépenses additionnelles, bien sûr, qui s'ajoutent. Il y a aussi des éléments, quand on change de médicament, surtout dans des situations qui peuvent évoluer dans le temps, la capacité qu'on a de s'assurer que la maladie est toujours aussi bien contrôlée va influencer notre degré de confort. Alors, un patient diabétique qui peut se faire des glycémies facilement au bout du doigt, bien, il sait très bien si son diabète est bien contrôlé ou pas. Mais d'autres maladies, comme une maladie inflammatoire de l'intestin, bien sûr, il y a des symptômes, mais l'inflammation dans la muqueuse, la seule façon de le voir, c'est de faire une colonoscopie. Alors, on comprend que si on a un doute, bien, c'est facile de gérer notre incertitude ou notre inquiétude avec une glycémie au bout du doigt, mais s'il faut aller faire une colonoscopie à chaque fois, bien, c'est évidemment beaucoup plus complexe et plus dispendieux. Et bien sûr, on se pose la question, mettons que ça ne marche pas, c'est quoi l'impact? Alors, l'impact n'est pas le même si on a une petite variation de glycémie par opposition à avoir un échec dans le traitement d'un cancer. Alors, évidemment que donc, le degré de question et d'exigence qu'on a sur la qualité de la démonstration de similarité est influencé par ces variables-là, la facilité de suivre l'effet du médicament et l'impact si jamais il y avait une différence. Et ensuite, bien, le lieu d'administration ou de prise du médicament, encore une fois, bien, ça revient un peu avec la question de l'auto-administration versus ça, mais bien sûr, on pourrait regarder ça aussi sous l'angle, est-ce que ça s'administre nécessairement dans un établissement de santé, comme certains traitements pour le cancer, par opposition au besoin d'une autre plateforme pour administrer le médicament. Alors, ce marché-là, il se caractérise comment? Alors, les médicaments biologiques, c'est une part importante des ventes. Alors, les données ici qui viennent du Conseil d'examen des prix, qui date de 2018, en fait, et quand on compare le prix au travers de l'OCDE, bien, les médicaments biologiques représentent un peu plus du quart de la dépense en médicaments et c'est toujours en hausse. Quand on regarde au Canada, bien, on est parmi les pays pour lesquels cette proportion-là est parmi les plus élevées. Si on regarde la question du prix, le Canada est le deuxième pays au monde qui paye le plus cher. Donc, il y a des différences de coûts entre les différents pays. Et malheureusement, au Canada, on n'est pas dans ceux qui ont le plus d'économies. On est parmi ceux qui payent le plus cher. Et ceci est vrai aussi quand on regarde la dépense per capita, par habitant. Et donc, on est encore une fois les deuxièmes dans le monde qui payent le plus cher. Donc, ça nous coûte quand même un montant important. Et pour amplifier ça, bien, les produits biologiques, vous avez vu le nombre d'indications, de maladies qu'on peut traiter avec ça. Alors, non seulement on a plus de produits, on fait de la recherche avec des coûts dispendieux, donc la tendance dans les ventes est un taux de croissance annualisé qui dépasse les 10 bon an, mal an. Donc, c'est en augmentation franche à cause de la disponibilité, à cause de l'efficacité souvent spectaculaire, il faut être honnête, de ces médicaments-là. Alors, en conclusion, bien, ces produits-là, on les paye cher, on en consomme beaucoup, la demande, elle est croissante et donc, ça crée une pression extrêmement importante sur les régimes de couverture privée et publique. Alors, une des solutions, c'est de passer par des copies, comme on a fait avec les génériques pour baisser les coûts de nos régimes. Alors, dans le cas des produits biologiques en particulier, compte tenu de leur importance là-dedans, bien, la solution passe par les biosimilaires. Mais si on regarde déjà le bilan de la situation depuis 2008, l'utilisation des biosimilaires, bien, sur ce tableau-là, ce que je vous invite à regarder, c'est ce qui est en orange. Et on voit que le Canada fait très mauvaise figure. Le taux de pénétration des biosimilaires est extrêmement faible. Donc, on ne va pas chercher ces économies-là pour diverses raisons qu'on va tenter d'explorer ensemble et que vous allez voir au cours de la formation. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a clairement des différences importantes dans les mécanismes d'accès au marché par rapport aux génériques. Alors, les stratégies de mise en marché qui ont été mises en place, actuellement, la plupart des fabricants de biosimilaires veulent que la substitution se fasse grâce à une prescription rédigée par le médecin pour un produit biosimilaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la substitution médicale. Et c'est vraiment pas ça qu'on fait pour les produits génériques où la substitution survient surtout en pharmacie. Donc, il y a une différence extrêmement importante ici sur la façon d'accéder au marché. Il faut que le médecin soit convaincu qu'il va faire une prescription. Pour compliquer les affaires, je vous ai dit que l'indication des biosimilaires pouvait varier un peu, donc ça peut devenir vraiment complexe de savoir lequel des produits biosimilaires, surtout lorsqu'il y en a plus qu'un. Et cette situation-là est de plus en plus fréquente parce qu'il y a de plus en plus de fabricants de biosimilaires. Alors donc, si les indications sont différentes, c'est mélangeant. Les patients sont presque tous inscrits dans des programmes de support patient
qui, bien sûr, sont des programmes en partie de fidélisation de la clientèle, donc qui sont un peu plus attachés serrés. Et certains de ces programmes de support patient-là, compte tenu du coût, viennent supporter les patients financièrement. Donc, évidemment qu'un patient qui a un support financier parce que la thérapie est très dispendieuse, bien, va avoir évidemment une crainte de perte de support financier qui lui donne un coup de pouce. En plus, quand on a besoin d'une clinique de perfusion, la plupart de ces cliniques de perfusion-là ont des contrats d'exclusivité. Et donc, si on change de produit, le patient devra vraisemblablement devoir changer de clinique de perfusion, ce qui est donc un changement extrêmement important dans sa vie et l'organisation de sa semaine. Et on pourrait dire que ça serait simple si ça peut être donné à un système public, mais depuis que ces produits-là sont utilisés, on n'a jamais développé de capacité, il n'y a pas de temps disponible dans le réseau public pour faire ça. Donc, on doit encore s'en remettre à ces cliniques de perfusion privées, souvent subventionnées donc par les fabricants des produits. Alors donc, et en plus, on s'est posé la question, et la réponse est arrivée il y a très récemment. Est-ce que les pharmaciens pourraient substituer les produits biologiques pour un biosimilaire directement en pharmacie sans qu'il y ait d'ordonnance? Ça pourrait faciliter les changements d'un produit à l'autre dépendamment des régimes de couverture que les patients ont. Alors, la réponse à cette question-là, maintenant, au Québec, est clairement oui, mais on s'est souvent posé la question. Une autre variable extrêmement importante, pour une rare fois, les fabricants de produits dits originaux, qui avant ne négociaient jamais leurs produits, ont commencé à avoir des prix escomptés pour leurs produits pour préserver leur part de marché. Alors ça, c'est une nouveauté et ça change un peu les règles du jeu pour, bien sûr, essayer de maximiser les économies pour les tiers payeurs. Alors donc, c'est une stratégie différente. Et en plus, ce que les fabricants ont rarement fait dans le passé, certains fabricants de produits novateurs produisent maintenant eux-mêmes un produit biosimilaire pour le mettre sur le marché. Donc, ils se compétitionnent eux-mêmes, mais préservent des parts de marché. Alors, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les produits biologiques, je vous ai dit, étaient étonnamment efficaces dans plusieurs maladies, plus efficaces que tout ce qu'on avait comme thérapie auparavant. Alors donc, il y a des impacts bénéfiques. Souvent, ça a été des guérisons quasiment miraculeuses pour les patients. Alors, quand tu as eu autant de bénéfices, c'est toujours un peu délicat de dire à un patient « je te change le produit qui a changé ta vie ». Alors, la peur de perte de l'effet est extrêmement importante. Je vous ai glissé un mot des programmes de support patient. Alors, on va revoir ensemble qu'est-ce que ces programmes-là. D'abord, ils facilitent le remboursement. Souvent, ce sont ces programmes-là qui, à la place du médecin, remplissent la paperasse pour faire accepter ces médicaments-là lorsqu'ils sont médicaments d'exception. Alors donc, pour le médecin, c'est un système fluide, facile, où toute cette démarche-là est prise en charge par les programmes de support patient. Il peut y avoir des programmes directs compassionnels, c'est-à-dire où il y a financement de la contribution du patient. Donc, il y a une aide financière qui est importante. Souvent, ces programmes-là se substituent aux pharmaciens, aux infirmières et aux médecins pour faire l'enseignement sur l'utilisation et les orienter vers une clinique de perfusion lorsque c'est requis. Et il y a un suivi offert par du personnel infirmier privé qui vient de compagnies privées qui sont engagées par les programmes de support patient et payées finalement par le fabricant. Et donc inclus dans le prix qu'on paye, qui explique en partie pourquoi les prix sont si élevés, parce qu'il y a énormément de dépenses additionnelles générées par tout ça. Et en général, bien, ces compagnies-là ont des ententes particulières avec des fournisseurs de services, notamment les pharmacies et les cliniques de perfusion. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est lorsqu'il y a une entente particulière comme ça, bien, le pharmacien usuel du patient, des fois, ne sait même pas que son patient prend ce produit-là parce que c'est dans une autre pharmacie qui a une entente contractuelle. Et donc, c'est en marge du système de santé actuel dans lequel on est. Alors, il y a beaucoup d'étapes, mais ce qui fait que pour les patients et pour les prescripteurs, bien, le processus est simplifié et fluide. C'est une approche un peu basée sur le clé en main. Alors, c'est avantageux pour les médecins parce que c'est moins de troubles, pour les patients parce que c'est moins de troubles, mais il y a des impacts. Et pour le système de santé, bien, il y a un coût évité, clairement. Par contre, évidemment, pour la portion publique, bien, le régime public paye le gros prix parce que de toute façon, il subventionne ces services-là et un impact, bien sûr, sur les programmes privés qui payent cette dépense-là. Alors, bien sûr, ces programmes-là, je vous l'ai dit, c'est bien sûr des programmes de support patient, mais l'ensemble de ces services-là qui sont appréciés devient un programme de fidélisation de la clientèle. Alors, pourquoi utiliser un biosimilaire? Bien, avec les données que je vous ai montrées, on veut évidemment sauver des coûts, c'est légitime, et on veut donc arriver avec une copie à l'expiration du brevet, comme on a fait pour les produits génériques dans le passé. Donc, l'idée, c'est d'introduire non seulement un produit moins cher, mais introduire aussi la compétition. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs fabricants qui peuvent se compétitionner, règle générale, dans un marché, ça devrait amener une baisse des prix.
On ne s'attend pas qu'en étudiant des biosimilaires, on va avoir des avantages ou des désavantages anticipés. S'il y avait un avantage, bien, ça viendrait changer la game, ça ne serait plus une copie. Et on ne veut certainement pas de désavantages parce que ça ne serait pas une bonne chose. Donc, c'est carrément une décision administrative, globale, financière. Ce n'est pas une décision clinique. Il ne faudrait pas que ça change quoi que ce soit dans le suivi clinique de nos patients en termes de bénéfices. Alors, il faut se poser la question, est-ce que les produits biosimilaires sont de bons produits? Alors, les énoncés que je vous présente ici viennent en général de l'Agence européenne des médicaments qui ont été des pionniers dans le monde sur l'utilisation des produits biologiques. Alors, eux énoncent que les biosimilaires sont aussi sûrs et efficaces que les autres médicaments biologiques. Et que le système de surveillance qui est en place dans tous les pays du monde, dans ce cas-ci, c'est l'exemple de la communauté européenne, pour la gestion de la sécurité n'a révélé à date aucune différence significative concernant le genre d'effets secondaires, leur fréquence, leur gravité. Donc, le système de surveillance européen, qui est un excellent système de surveillance, n'a pas réussi, depuis 2008 et même un peu avant, à démontrer de différence avec l'expérience qu'ils ont. Alors, eux autres concluent que les produits biologiques biosimilaires représentent des options de traitement qui sont tout à fait efficaces à des prix plus abordables, mais que l'adoption reste lente pour toutes les variables que je vous ai présentées. Donc, il y a, même en Europe, un taux de pénétration qui est plus petit. Une question qu'il faut se poser, c'est les substitutions multiples. Alors, dans les cas des médicaments génériques, bien, il y a plusieurs fabricants de produits génériques et il peut arriver dans la vie d'un patient que pour un même médicament, que le générique change d'une compagnie à l'autre. Compte tenu des différences qu'on a, on aime bien avoir la garantie que ça ne changera rien. Alors, il y a très, très, très peu d'études, puis ça fait pas très longtemps qu'on en a, qui ont étudié ce phénomène-là. Et on a vraiment, dans cette capacité de passer d'un biosimilaire à l'autre, très, très peu de données. Alors, il y a une espèce de vide scientifique, mais en principe, il ne devrait pas exister de différence, mais il n'y a pas de conduite non plus pour encadrer ça. Donc, on a une espèce de prudence. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une différence significative, mais il n'y a pas beaucoup de données pour le faire. Alors, les données pour passer d'un produit original à son biosimilaire et du biosimilaire à l'original, donc des allers-retours entre deux mêmes produits. Ça, c'est bien documenté, puis il ne se passe rien. Mais entre différents biosimilaires, on n'a pas beaucoup de données. Une théorie intéressante qui a été mise de l'avant avec les produits biologiques, c'est l'effet nocebo. L'effet nocebo, bien, on connaît tous l'effet placebo, qui est un patient qui dénote un bénéfice, il y a un bon effet à prendre une pilule qui, théoriquement, ne contient rien d'actif. Alors ça, c'est l'effet placebo, c'est un bénéfice pour un médicament qui ne fait rien. L'effet nocebo, c'est un peu l'inverse. C'est quelqu'un qui a un effet néfaste ou indésirable qui n'est pas connu comme étant la résultante de son effet pharmacologique. Donc, le patient, il y a des effets secondaires alors que ce n'est pas scientifiquement démontré et même plausible que ça survienne. Alors, cet effet nocebo-là, souvent, c'est le genre d'affaire qui survient, puis je vous donne un exemple simple. Là. Quand on dit à un patient, « Ah, écoutez, le produit que vous avez, là, bien, l'assureur ne le couvre plus, je suis obligé de vous donner l'équivalent moins cher. » Bien, rien que ce face-là, c'est pas très convaincant. Fait que le patient part avec l'impression qu'on vient d'y donner un traitement de second ordre, de seconde qualité, et le patient peut développer une espèce d'inconfort, d'intolérance ou des symptômes qui sont générés par son attitude, cette attitude-là, mais qui n'est pas démontrée ou démontrable, un peu comme l'effet placebo qui peut survenir de façon extrêmement importante chez certains patients. Alors, cette variable-là, elle survient probablement avec les produits génériques, mais on invoque ça avec les produits biosimilaires et c'est tout à fait plausible. Une autre chose importante qu'il faut savoir dans le cas des produits biologiques, c'est la perte de réponse. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont, et ça c'est normal, quand on traite avec un produit biologique, il y a des patients qui répondront jamais et des patients qui vont répondre au début et l'effet disparaît au fil des années. Ça, c'est une chose qui était connue avec tous les produits biologiques, notamment les produits originaux. L'échec primaire, c'est quand les patients répondent jamais. On leur donne, ça marche juste pas. Ça arrive. Ça arrive dans 6 à 15 % des cas. L'échec secondaire, c'est les gens qui ont eu une bonne réponse au début, puis l'effet disparaît après. Alors, en général, là, il y a beaucoup de variabilité dans les études, mais certaines études disent qu'on a une perte, 4,7 % des patients ne répondent plus après 37 mois, donc grosso modo 3 ans. Il y en a qui vont jusqu'à 50 % après 5 ans. Donc, il y a une variabilité importante de 4 à 50 %, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça arrive que du monde qui ont eu un effet perdent l'effet en cours de route. Évidemment, vous avez compris que le pire des scénarios, c'est que tu passes du produit original au produit biosimilaire, le patient perd son effet, c'est la faute du biosimilaire, mais ça peut tout à fait
Et en fait, la science nous dit que ça a beaucoup plus de chances d'être causé par cette perte d'effet-là, attendue chez certains patients, qu'à cause d'un problème d'efficacité du produit biosimilaire. Alors ça, c'est des éléments extrêmement importants qui viennent colorer l'utilisation des produits biosimilaires et la pénétration du marché. Donc, vous avez compris qu'il y a un nombre important de variables qui sont différentes de celles qu'on observe avec les médicaments génériques, tant au niveau du produit que de l'environnement du produit. Donc, les enjeux sur la substitution des produits biologiques vers les biosimilaires sont extrêmement différents d'une molécule à l'autre. Alors, lors de la prochaine capsule, on va plonger un peu plus en détail pour comprendre ces éléments-là qui influencent la capacité qu'on a de transférer du produit original vers les biosimilaires pour essayer de diminuer l'impact sur nos régimes d'assurance. Merci.